À présent, nous allons commencer donc la table ronde. Avant de commencer, je vais donner la parole à celui qui représente l'institution qui nous accueille tous ici, à la personne du doyen professeur Koreba, pour entamer les débats. Doyen, vous avez la parole. Merci, M. Tunkara. Je ne m'attendais pas à prendre la parole maintenant. Je suis très heureux avec. Pour la petite histoire, je voudrais dire que en 88, DFC Consultant, c'est un bureau d'études français qui avait été invité à faire des études ici parce que les investissements ne se faisaient pas comme 86, comme 87. Il y a eu une pause, donc les gens ont cessé de venir en Guinée. À l'époque, le gouvernement a lancé un appel d'offres et le travail devait être fait pour savoir pourquoi les investisseurs qui venaient sont partis. Ils s'est bousculé au ministère du Plan et ils sont partis. J'ai été choisi comme économiste guinéen par le gouvernement guinéen pour travailler avec le bureau. À l'époque, si un dossier était là pour quelqu'un qui voulait créer une entreprise ou qui voulait entreprendre une création d'entreprise, eh bien, le dossier passait entre 120 mains. Et le temps, c'était 34 jours pour que le dossier soit au bout. Le mercredi passé, j'étais au ministère de l'Industrie, j'ai représenté les universités au dialogue public-privé. On me fait dire qu'actuellement, si vous déposez un dossier, vous voulez créer une entreprise, vous mettez 24 heures. Vous avez 24 heures pour avoir votre dossier. Vous avez vu cet écart, cette incertitude. L'administration est en une continuité. Je crois qu'il faut saluer l'effort de l'actuel gouvernement qui est en train de travailler très fort pour que celui qui voudrait entreprendre, qu'il n'ait pas beaucoup d'écueils, beaucoup d'obstacles. Je voudrais donc entrer dans ce débat par ça, pour dire un entrepreneur, il peut venir par hasard, un entrepreneur peut venir par nécessité, un entrepreneur peut venir par choix. Alors si c'est le choix et si c'est le hasard, ce n'est pas la même chose. Alors, je voulais juste vous dire qu'on peut réussir si on a la volonté. Mais il faut avoir un background. La mission de l'université, c'est de donner une formation aux gens. Il y a la formation académique qui ne touche pas le plus souvent l'économie réelle, qui ne touche pas le plus souvent le droit réel et qui vient des livres. C'est important de le savoir. Mais en 88, pourquoi on m'avait choisi au détriment même de mes enseignants? Ceux qui étaient venus avaient besoin de savoir quelle était la réalité de notre économie, c'est-à-dire les codes. On posait des questions, les gens ne savaient pas. Je connaissais à l'époque le code des investissements, le code douanier, le code des impôts, le code des activités économiques, le code minier, etc. Ça, c'est l'économie guinéenne. Et je crois que présentement, tous ces codes existent. Là-dedans, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Lorsque vous voulez vous lancer en affaires, si vous voulez participer au développement économique par votre initiative, pour être vous-même votre patron, vous avez donc intérêt à connaître ces documents. Nos universitaires apprennent bien Keynes, ils apprennent Marx, ils apprennent les autres. Ça, c'est des modèles qui ont été imaginés et développés, qui ont servi les autres économies. Mais les modèles qui doivent développer la Guinée doivent partir des Guinéens, des problèmes guinéens. Et cela, tout se retrouve dans les codes. Si je demande à un étudiant ici de me montrer un code, je ne crois pas que les gens donnent de l'attention à ces documents-là. Et pourtant, il faut les avoir. Donc moi, en tant qu'universitaire, je commence par demander à tous les étudiants d'abord de s'approprier des codes. C'est important, en plus des autres documents naturellement. Je ne veux pas monopoliser la parole. C'est un débat qui commence et je voudrais passer la parole à qui de droit. C'est un honneur pour moi de parler auprès des membres du gouvernement en tant qu'universitaire et je me remets entièrement à leur sagesse. Je vous remercie.
Merci, doyen. C'est tout un honneur pour les étudiants et toute l'assistance qui est là de vous écouter pour bénéficier de votre expérience. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à une autre grande personnalité de l'administration guinéenne. Ils sont là, deux ministres, le ministre de l'Emploi, le ministre de la Jeunesse. La question de l'immigration, on l'avait dit tout à l'heure, que c'est un problème mondial. Ça touche tout le monde, directement ou indirectement, parce que chacun est issu d'une famille. Si c'est le jeune qui s'engage à l'immigration clandestine, mais il y a sa famille qui reste. Donc, les jeunes sont concernés, les parents de famille aussi sont concernés, nous sommes tous concernés directement ou indirectement. Avant de donner la parole au ministre de l'Emploi, du Travail, de la formation technique et professionnelle, je vais la donner d'abord au ministre de la Jeunesse, son Excellence, M. Moustapha Naïté. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Tunkara. Je m'attendais que le ministre porte-parole du gouvernement d'abord trace la ligne du gouvernement et ensuite après j'allais me prononcer. Mais qu'à cela ne tienne, avec naturellement sa permission, je vais dire un mot à cette jeune assistance et leur dire combien de fois on est fiers et content d'être ici ce matin. Moi, en ma qualité de ministre de la Jeunesse, je suis d'autant fier d'avoir par exemple écouté tout à l'heure ce brillant sketch qui a été présenté par les jeunes et tout le temps qu'on faisait, qu'on passait ici, j'étais en train d'écouter la diction de ces jeunes, comment ils maîtrisaient et j'étais fier d'être à l'Université Générale Lansana Conté parce qu'ils vous ont dignement représenté. Il y a une fille qui a dit tantôt je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'emploi. D'autres personnes ont pensé qu'elle a fait des erreurs, alors que ce n'est pas du tout une erreur. Le travail est différent de l'emploi. Et c'est vrai. Elle n'a pas de travail, elle n'a ni travail ni emploi. Travail, quand vous avez un contrat signé, dûment signé, monsieur le ministre porte-parole reviendra là-dessus. L'emploi, c'est toute l'activité génératrice de revenus. Donc vous pouvez vendre des arachides, c'est un emploi. Vous pouvez avoir votre kiosque devant votre maison qui vous rapporte des revenus, c'est un emploi. Donc ne pensez surtout pas qu'elle avait fait une erreur, elle savait exactement ce qu'elle disait. Donc pour vous dire encore une fois qu'on est très fiers des jeunes qui vous ont représenté et qui ont planté le décor comme ça se devait. Encore une fois, l'immigration clandestine, il est extrêmement important que les jeunes comprennent que c'est vrai que quand on a un espace où on n'arrive pas à s'épanouir économiquement, socialement, quand on n'arrive pas, quand il y a le poids de la culture, le poids de nos us et coutumes sur nous, on peut être tenté de partir pour voir d'autres horizons. Mais la plupart du temps, c'est souvent pour des raisons économiques que les jeunes partent de la Guinée ou partent des autres pays. Ces derniers temps, on a assisté à vraiment un nombre très croissant de jeunes Guinéens qui sont candidats aujourd'hui à l'immigration clandestine. C'est une réalité, ce n'est pas un fléau qui a commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps que les gens vont vers d'autres terrains qui leur sont favorables ou qui pensent peut leur apporter encore plus. Mais c'est l'immigration choisie que nous souhaitons, que les jeunes puissent se déplacer, partir de la Guinée, partir d'autres horizons pour des lendemains meilleurs. C'est ce qu'on souhaite. Mais ce qui est fondamental, c'est que les jeunes ici en Guinée doivent d'abord maîtriser ce qu'ils sont en train de faire. Je prends par exemple le cas des étudiants. Il n'est pas acceptable qu'un jeune qui souhaite demain s'affirmer, s'accomplir, que lui-même il soit universitaire, qui quitte l'université, qui ait son diplôme et qui ne soit pas à mesure d'être compétitif sur le marché de l'emploi ou sur le marché tout court. L'école nous donne le rudiment, l'école nous donne la discipline, l'école nous donne ce courage qui est nécessaire pour affronter la vie. Vous pouvez être diplômé de génie civil, vous pouvez être diplômé de sciences politiques, mais une fois sur
sur le marché de l'emploi quand vous avez fini votre étude, c'est l'abnégation, le courage que vous avez eu à passer des heures et des heures à dompter un sujet, à comprendre le sujet qui vous forge et qui vous montre la voie à suivre. Beaucoup d'entre nous ou d'autres personnes qui font aujourd'hui des choses qu'ils n'ont pas du tout eu à apprendre à l'école, c'est le courage de passer des heures à apprendre qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc je veux encore une fois faire l'éloge du courage, inviter les jeunes ici, présents, à être courageux, à s'engager. Pour moi, je le dis à tout moment quand je rencontre les jeunes, que le courage, ce n'est pas celui qui se tape la poitrine, mais le courage, c'est les jeunes qui étaient là, qui sont venus nous livrer leurs sentiments à travers le sketch. Le courage de prendre en main son destin. Le courage de dire, la faute ne repose sur personne, mais moi-même, je peux aller et je peux réussir. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est ce courage qui doit nous amener à dire, je vais réussir en Guinée. Je n'irai pas. Je vais réussir. Peut-être que si je sors, c'est pour aller encore augmenter ma connaissance ou ma formation pour revenir et servir mon pays. Ou comme on peut choisir aussi d'aller rester ailleurs et de s'affirmer, de s'accomplir. Mais ce qui est important, le jeune lui-même doit dire non à la médiocrité, non à l'à peu près. Je vais me battre pour l'excellence. Je dois me battre pour que demain, quand je prends la parole, demain, quand on me donne ma chance, que je puisse la saisir. C'est de cela qu'il s'agit. Éloignez-vous le maximum que possible de ceux-là qui pensent que la faute revient à l'autre. C'est l'État qui n'a pas créé les conditions. C'est mon frère qui ne m'a pas donné les moyens. C'est ma soeur qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait cela. Éloignez-vous le maximum que possible de cette compagnie. Ce qui est important, c'est ceux-là, c'est des amis qui vous galvanisent tous les jours. Allons au combat, allons, travaillons, travaillons. Et l'émulation. Être toujours dans l'émulation. Alors, je ne vais pas, encore une fois, vous prêcher ici la vertu, parce que généralement, on associe ça à la pauvreté du sang. Mais je voudrais vous prêcher, en ma qualité de ministre de la Jeunesse, encore une fois, la passion. Que vous soyez passionné pour tout ce que vous voulez entreprendre. Si vous voulez demain devenir un entrepreneur dans l'agriculture, que vous soyez passionné pour cela. J'ai admiré la façon qu'a rendu tout à l'heure Adams son message. C'est la passion qui l'amène. La passion qui le conduit. La passion de dire, je vais réussir là où tout le monde pense que ce n'est pas possible. Parce que vous y croyez. Alors, jeunes gens, le secret de l'entrepreneur, c'est la passion. Moi, avant d'être ministre de la Jeunesse, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur. Je continue à l'être encore aujourd'hui. Je le suis. Donc, soyez passionnés pour ce que vous voulez. À 28 ans, je dis bien 26 ans, j'ai pu ici en Guinée lever plus de 1 500 000 $ sans même l'aide de l'État. L'État n'existait pas dans mon calcul à l'époque. Ça, c'était en 2005. C'est pour dire que si nous arrivons à le faire, vous pouvez le faire. Et la posture qu'on adoptait à l'époque, c'était de dire l'État est là pour garantir la paix, la sérénité dans le pays. Alors, quant à moi, qui pense que tout est possible, je vais me battre pour réussir. Donc, jeunes gens, je vous invite au courage. Premièrement, je vous fais aujourd'hui encore l'éloge de la passion. Soyez passionnés pour tout ce que vous voulez et vous réussirez. La vie et le rêve, c'est ici et c'est ici que vous pouvez aller loin avec tout ce que nous avons de beau à réaliser dans notre pays. Merci. Merci, Monsieur le ministre de la Jeunesse. Le débat va continuer. Nous avons religieusement écouté les grandes lignes de votre discours. Maintenant, il y a parmi nous des jeunes diplômés qui occupent des fonctions très importantes dans des structures très importantes. Vous allez tout de suite souffrir d'écouter nos cris de cœur. Ça va vous permettre d'améliorer davantage tout ce que vous êtes en train de faire avec les partenaires à l'avantage de la jeunesse. Je vais commencer par Monsieur Mamadi Joël Camara,
qui est de la Jeune Chambre internationale, qui est diplômé, qui va nous raconter un peu le résumé, disons, de son parcours. Viendra après lui les autres comme Madame Souma et Madame Kourouma. Monsieur Camara, vous avez la parole. Bonsoir. Je pense que ce n'est pas la peine de me représenter, ça serait une tautologie. Sur cette table, j'ai des grands frères qui me connaissent il y a longtemps et qui, quelque part, ont eu un regard sur mon parcours. Et sous ce, je vous informe, jeune universitaire de l'université de Somphonia, que je suis fruit de Somphonia, de la première promotion de l'université de Somphonia. Et à ma sortie de l'université, je me suis lancé dans le bénévolat, dans la vie associative. Et au cours de ce bénévolat, j'ai découvert d'autres associations, telles que le FOGEC, où les grands frères, tels que M. Albert Damantan, ont participé à des formations. Sincèrement, je reconnais qu'ils ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, nous sommes autour d'un thème. Un thème dont il est question de débattre. Et généralement, quand il est question de débat, l'objectif est d'aboutir à une solution. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est la question de l'immigration. La question fondamentale qu'on devrait se poser est de savoir qu'est-ce qui nous pousse, nous jeunes, à immigrer. Pour moi, qui ai vécu certaines conditions ici, à Somphonia, et qui me suis aujourd'hui, je dirais, pas être un exemple type, mais je dirais plus ou moins entre griffes que je me suis en sorti. Pour moi, ce qui pousse la jeunesse guinéenne à faire cette immigration clandestine, c'est le désespoir. Le désespoir. Un désespoir né d'une pauvreté. Une pauvreté née d'un chômage accru. Car nul n'est sans savoir que la plupart de ceux qui ont déjà pu mettre en place des entreprises ne parviennent pas à embaucher cette jeunesse étudiantine fraîchement sortie des universités parce que simplement ils sont en manque d'expérience. Mais où est-ce qu'ils vont enlever cette expérience si jamais on leur a donné cette occasion de se mettre en pratique? Alors je m'en vais dire à mes grands frères qui sont tout autour de cette table, ils ne se sentent pas offusqués, c'est un débat. Et notre intention n'est autre que d'aboutir à des solutions, encore une fois de plus, je réitère. Par rapport à la question de l'emploi dont il est question, j'ai tapé plusieurs portes, moi particulièrement. J'ai tenté ici, comme je vous le disais, après avoir fait le bénévolat, j'ai transporté des livres pour une maison d'édition ici à Conakry sur ma tête. Sorti de l'université avec une mention excellente, ici de l'université de Somphonia. Retenu par cette université dans l'intention que j'assiste un professeur de donner des cours de droit constitutionnel ici. Monsieur Tono, peut-être, je ne sais pas s'il est parmi nous. Il était en ce moment, quand je sortais de cette université en 2007-2008, chargé, je pense, du département master. Il était question que je assiste. Mais à un certain temps, je me suis rendu compte que certes, je gagnais encore plus d'expérience et de savoir, mais certainement je ne devais pas seulement vivre que de cela. Il fallait que je quitte. C'est ainsi que je me suis fait appeler par d'autres universités privées de la place où j'ai donné des cours pendant un certain temps. Et rassurez-vous que ça m'a permis d'avoir une base. Quand je parle de base, une base pour fonder une famille.
une base pour me marier. Je dis encore une fois de plus, après avoir tenté d'intégrer plusieurs structures de la place, sans solution. Alors, il est question de nous dire ici, en face, ce qu'il faut pour que réellement, à l'avenir, des jeunes comme vous ne traversent pas les mêmes péripéties que j'ai eu à traverser. Car pendant mon parcours universitaire, comme je vous le dis, tout à l'heure, dans un discours de quelqu'un qui était en train de parler, disait, je pense bien c'est le directeur du fonds de financement des jeunes, qui disait que l'un des problèmes, c'est les conditions de la formation. Quel est le jeune Guinéen qui aujourd'hui se trouve dans une université guinéenne qui ne rêve pas d'aller à l'extérieur aller se former? Qui? Il n'y a pas. Imaginez que vous partiez à l'ambassade de France, par exemple, où vous avez envie de passer par Campus France, où on vous exige 36 millions, je pense bien, après avoir fait l'équivalence, dans un compte bancaire avant de traverser. Vous n'y arriverez pas. Parce que la plupart d'entre vous ont des parents qui n'ont pas ces moyens. Moi, de la première année jusqu'à la 4e année à ma sortie, j'ai tenté Campus France Guinée, je n'ai pas réussi. Je ne l'ai pas réussi. C'était pas parce que j'étais incompétent. Parce que je me suis senti indigné quand un jour, le représentant de Campus Guinée m'a dit que j'ai des notes insuffisantes. Je lui ai dit carrément, monsieur, dites-moi ce qu'il faut, mais ne me dites pas que j'ai des notes insuffisantes. Parce que ce sera de l'insulte à mon égard. Mes notes étaient là, c'était devant lui. Jusqu'à la sortie de cette université, j'avais 7 de moyenne. Ma plus faible moyenne, c'était 7,06. Ainsi, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué cette vie, encore une fois de plus, le bénévolat. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur lors du cinquantenaire de la République de Guinée, qui aujourd'hui, je préfère taire le nom bien sûr, qui est aujourd'hui député, m'a tendu la main. Ce monsieur était un médecin qui venait d'arriver dans ce pays et qui avait ambition de créer une clinique. Il m'a fait appel pour que je l'assiste. Imaginez, juriste de formation, je me retrouve dans une clinique. Dans une clinique. Parce que je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. Donc je suis parti vers ce monsieur. Je l'ai accompagné. Ayant des prétentions politiques, je lui ai accompagné. Avec le temps, ce monsieur m'a donné ma chance. Il m'a aidé à ce que j'intègre notre cabinet de consulting qui existe en place, qui évolue dans le domaine du droit des affaires. J'ai acquis d'autres expériences avec ce cabinet et avec le temps, sachant que la majeure partie de ce qu'il y avait comme tâche au sein de ce cabinet était effectuée par des jeunes gens comme moi, je me suis dit, mais moi aussi je peux créer le mien. D'où je rejoins tout à l'heure les idées de mon grand frère Moustapha. Jeune de Guinée, le combat est rude et c'est pas facile. Ne vous attendez pas qu'on vous donne franchement des matelas beurrés, tout autour desquels vous aurez des roses. Mais ce qu'il est question de faire et de vous mettre dans la tête, c'est que la solution, ce n'est pas l'immigration clandestine non plus. Ce n'est pas du tout l'immigration clandestine. À ce jour, je suis responsable d'un cabinet de consultants qui évolue dans le domaine du droit des affaires, de la communication et des formations diverses, en me servant des experts qui ont de la compétence, en allant vers des entreprises qui ont besoin de former leurs employés. Et sur ce, je deviens en quelque sorte un négrier en exploitant ce que ces personnes experts ont comme acquis, en mettant en place mon management, en allant vers ces entreprises pour former leurs employés. Ça me permet de vivre.
Vous aussi, vous pouvez y arriver. Juristes, économistes. Vous pouvez faire autre chose. Mais s'il vous plaît, l'immigration clandestine n'est pas la solution. Et quand il est question de l'immigration choisie, comme l'a dit encore le grand frère pour terminer, quand bien même vous le choisissez, mes amis, arrivé en France, car depuis 2014, je suis des formations post-universitaires à travers l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg, sur mes propres frais, après avoir bien sûr encore une fois de plus tapé des portes, des personnes que vous et moi on connaît, et m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas de moins. Aujourd'hui, activiste des droits de l'homme, j'ai rencontré des amis là-bas avec lesquels je fais l'université ici. Ton manger, ton habillement et autres à 300 et quelques euros. Pour envoyer 100, 150 euros à papa et maman ici, les 100 euros qui vont te rester, ça ne te fera pas ta vie. Rentre ici, tu t'en sortiras mieux ici que là-bas. Encore une fois de plus, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu nous assiste tous. Merci, monsieur Mamadi Joël Camara. L'immigration clandestine n'est vraiment pas la solution. On va continuer à écouter le cri de cœur de la jeunesse, toujours dans la recherche de solutions à cette lancinante question de l'immigration clandestine, en donnant la parole à madame Fatoumata Souma, Aïssata Souma, pardon, représente monsieur Mohamed Lamine Silla du groupe Bolloré. Donc, madame, vous en avez pour 3 minutes pour partager votre expérience avec toute cette assistance qui est là. Bonjour à tous, je m'appelle Aïssata Souma, je m'occupe du recrutement et de la formation chez Bolloré Transport et Logistique. Avant d'entamer mon intervention, je vais démarrer d'abord par remercier ce comité de nous avoir invités à cette cérémonie, par ma voix et celle de M. Mohamed Lamine Silla, directeur des ressources humaines de Bolloré. Je remercie le comité qui nous a fait l'honneur d'assister à cette cérémonie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est une grande société sur la place, donc je vais rappeler rapidement ce que c'est Bolloré. Donc, Bolloré, c'est 56 000 collaborateurs dans le monde, 26 000 en Afrique et 700 environ à Conakry. Donc on est présent sur 4 entités à Conakry. Donc Conakry Terminal qui s'occupe du port à conteneurs de Conakry et toutes les activités portuaires. Bolloré Transport et Logistique qui s'occupe de tout ce qui est transit maritime, aérien et de tout ce qui est shipping également. Blue Line qui s'occupe des Blue Zones, comme vous le connaissez certainement. Et Avas qui s'occupe de tout ce qui est marketing et communication pour le groupe, mais également pour des sociétés en externe. Donc aujourd'hui, je suis sur la formation et le recrutement. Et le sujet qu'on aborde aujourd'hui nous intéresse à plus haut point. Parce qu'on reçoit des centaines de jeunes par mois qui recherchent un emploi, qui sont sans solution et qui viennent vers nous pour trouver des réponses à leurs questionnements. Donc c'est des jeunes qui finissent l'université avec des diplômes. En général, c'est économie, administration des affaires, droit, et j'en passe. Donc c'est des sujets aujourd'hui qui sont, bien sûr, c'est des profils qui sont recrutés chez nous, mais on n'a pas assez de place pour ce genre de profil aujourd'hui. Et ces jeunes sont désespérés, ils viennent, ils demandent des stages. On n'a pas beaucoup de place aujourd'hui pour accueillir tout le monde. On fait le maximum, mais aujourd'hui, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et les sociétés de la place également, ça sera pareil. On peut accueillir certains profils, mais pas tous. Et la majorité des autres étudiants restent sans emploi et sans ressources derrière. Donc nous, on est là pour accompagner les jeunes et à trouver des solutions, notamment. Donc pourquoi ces jeunes veulent partir à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas des emplois en Guinée, parce qu'ils ne trouvent pas de stage, parce qu'ils ne trouvent pas d'accompagnement. Et c'est ça qu'on doit changer aujourd'hui. On doit être accompagné notamment par le gouvernement, mais également mettre en place des solutions d'accompagnement en collaboration avec les entreprises pour accueillir un certain nombre de personnes. Donc aujourd'hui, on recrute des stagiaires. Donc je lance l'appel en direct. Donc envoyez vos CV chez Bolloré parce qu'on recrute des stagiaires, donc 3 personnes par mois. Donc n'hésitez pas à envoyer vos CV. Donc je voudrais également vous dire, en tant que jeune, j'ai passé une dizaine d'années en France
mais le pays m'a appelé. Donc je suis revenue pour servir mon pays. Donc aujourd'hui, le bilan est lourd. Je me rends compte qu'il y a de grosses lacunes dans l'enseignement. Je le dis parce que c'est réel. Je reçois des CV, je reçois des lettres de motivation, je les lis tous. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je prends le temps de les lire. Et je peux dire aujourd'hui que l'enseignement ne suffit pas. Il faut aussi aller chercher des solutions par vous-même. Allez chercher, regardez sur Internet, allez vous instruire. Prenez des livres, allez dans les bibliothèques, lisez, c'est super important. On n'attend pas tout des professeurs, pas tout du gouvernement. Faites la démarche également d'aller chercher par vous-même. La plupart des jeunes aujourd'hui, Internet, ça sert à aller sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux sur Internet. Il y a aussi beaucoup de cours sur Internet. Aujourd'hui, comme mon papa aime à le dire, on trouve tout sur Internet, absolument tout. On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de professeurs, on trouve tout sur Internet. On n'a pas besoin d'aller en Occident pour s'instruire et pour apprendre. Donc je lance cet appel aux jeunes. Instruez-vous d'abord par vous-même, n'attendez pas toujours de l'aide d'autrui. C'est vrai que c'est important, bien sûr, je tiens à le préciser, mais allez chercher également par vous-même, c'est super important. C'est le message que je souhaitais passer aujourd'hui. Merci. Madame Souma, le message est tombé dans de très bonnes oreilles. L'entrepreneuriat, c'est aussi le groupe organisé des hommes d'affaires. Ce sont nos braves commerçants, ce sont nos grands frères qui évoluent dans le monde des affaires. Ils ont leur mot parce qu'ils peuvent créer de l'emploi à travers les entreprises, à travers ce qu'ils sont en train de faire et réduire le flux migratoire. Donc nous allons donner la parole à M. Chérif Abdallah, qui est le président du groupe organisé des hommes d'affaires, qui va nous expliquer comment ils font et qu'est-ce qu'ils font au niveau de leur entité pour disons, réinverser la tendance et finalement arrêter cette immigration clandestine qui fait trop de victimes. Monsieur Chérif Abdallah, vous en avez pour 3 minutes comme tout le monde. Je vous remercie très sincèrement. Je pense que 3 minutes c'est un peu petit pour moi parce que je voulais développer un petit quelque chose, mais je vais commencer par remercier le recteur de l'université de Somfonia et toute son équipe. Et aussi dire merci aux membres du gouvernement qui est là présent et l'ensemble des étudiants qui se trouvent sous le soleil depuis. Cela prouve déjà leur courage. Tous ceux qui sont sous le soleil là vont réussir. Soyez sûrs. Parce que moi je suis en train de les observer depuis que je suis assis ici. C'est la première des choses que je vais dire. Et l'entrepreneuriat, il ne faut pas hésiter et, comment dirais-je, à créer. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir le courage. Nous sommes dedans. C'est comme nous sommes nés dedans. Je vais vous résumer quelque chose. À l'âge de 15 ans déjà, j'étais à l'école, mais j'avais cumulativement à ça, j'étais étalagiste. J'étais établi à mon quartier d'Aka, à l'Abbé. Tous ceux qui connaissent l'Abbé connaissent le quartier là, et j'étais l'un des premiers étalagistes là. Le thème de votre rencontre aujourd'hui, c'est comment, par la création de son propre emploi, donc l'entrepreneuriat, comment éviter d'aller chercher l'aventure ailleurs. J'aimerais déjà vous informer, on a des statistiques qui prouvent que vous êtes déjà 31% des jeunes qui veulent travailler cherchent à créer leur propre entreprise. Ça, c'est l'idée. Ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent? C'est une autre question. Parce que c'est quand même une entreprise qui est extrêmement compliquée. Si vous n'avez pas le courage, par exemple, qu'a eu Moustapha ou Adams ou d'autres, si vous n'avez pas la compétence, si vous n'avez pas la persévérance, et si vous n'avez pas non plus l'accompagnement, ce n'est pas quelque chose qui est évident à mettre en place. Donc, il faut être sûr que ce n'est pas évident. Tout le monde n'a pas la fibre d'être entrepreneur. Moi, je n'ai jamais eu le courage de me lancer dans l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entre vous sont convaincus qu'ils ont l'idée lumineuse. Ils sont sûrs que l'idée que j'ai là, ça va marcher. Je vais gagner beaucoup d'argent. Dans 1 an, 2 ans, je vais avoir un grand bureau, beaucoup d'employés. Et beaucoup sont déçus parce qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, il y a des accompagnements pour ça. Mais d'abord, il faut être sûr que vous avez la fibre et que vous pouvez y arriver. J'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui travaillent avec des jeunes, qu'ils essayent de promouvoir, et ils ont fait la somme des erreurs que ces gens-là commettent, que vous commettez souvent lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai discuté avec un ami qui est à Orange Côte d'Ivoire. Ils accompagnent des jeunes dans des projets
Et malheureusement, très souvent, les jeunes pensent que le principal problème, c'est le financement, mais ils se sont rendus compte que le principal problème, c'était le manque d'organisation, le manque de vision et le manque de courage. Ce sont les trois éléments qui font qu'en général, vous n'arrivez pas à entreprendre. Mais le plus important, c'est l'accompagnement dans un contexte où vous n'avez pas été habitué. Tout le monde n'a pas le courage de M. Chérif Haïdara ou d'autres qui s'en sortent tout seuls dès le collège. Et donc, le gouvernement doit vous accompagner rapidement. Le ministère de la Jeunesse vous a dit tout à l'heure, vous avez le Fonds national d'insertion des jeunes, vous avez le projet Pousser les compétences, et vous avez des initiatives qui sont là pour vous permettre de vous aider à avoir cette idée d'entreprise. Vous avez l'Office de la formation professionnelle qui a des modules qu'on appelle le module TRE, trouver son idée d'entreprise, CRE, créer son entreprise et gérer mieux son entreprise. Lorsque vous avez une idée qui a abouti, on peut vous accompagner à travers ces modules-là. Vous avez également un certain nombre d'ONG qui accompagnent les jeunes qui ont des idées d'entreprise. Et vous avez aujourd'hui une politique du contenu local qui oblige les investisseurs en Guinée à travailler d'abord avec des entreprises guinéennes. Donc, vous avez beaucoup plus de chances maintenant d'avoir des débouchés si vous avez des idées d'entreprise. Mais encore faut-il pouvoir les mettre en place et savoir qui peut vous accompagner. C'est pour ça qu'avec le ministre de la Jeunesse, on a mis en place les maisons de l'emploi et des compétences où vous pouvez aller chercher les informations. J'ai entendu tout à l'heure madame qui parlait du site invest.gov.gl. Je n'ai pas vu l'un d'entre vous noter ce site-là. Ça veut dire que vous allez sortir d'ici, vous allez rester dans la même logique sans avoir la possibilité d'aller vous informer. Donc, prenez la peine de vous informer. Le grand déficit que vous avez, c'est le manque d'informations. Une fois que vous avez ces informations, que vous avez l'idée, on peut vous accompagner. Mais il faut que vous soyez sûr d'aboutir. Si vous ne l'êtes pas, n'ayez pas peur non plus d'essayer. On l'a dit, il y a des gens qui ont essayé des centaines de fois avant d'y arriver. Mais je veux surtout vous faire comprendre qu'il y a des jeunes Guinéens qui ne sont jamais sortis de Guinée et qui ont réussi. J'ai enseigné à Kofi Annan, j'ai enseigné un peu partout. J'ai eu des étudiants qui ne sont jamais sortis de Guinée, qui n'étaient pas de famille très riche et qui, par exemple, en droit, corrigeaient des juristes de la maison mère de la société dans laquelle je travaillais. Ils n'avaient pas de moyens, ils sont restés en Guinée, ils ont travaillé en Guinée. Aujourd'hui, ils ont des positions de cadre un peu partout là où ils sont. Donc ça veut dire que c'est encore possible. Peut-être que vous avez plus d'efforts à faire que les jeunes Français, peut-être que les jeunes Sénégalais ou Ivoiriens, mais vous pouvez y arriver. Seulement cela vous demandera plus d'efforts. Mais parce que vous aurez fait plus d'efforts que les autres pour y arriver, lorsque vous serez sur le marché de l'emploi, vous serez plus performant et rien ne vous fera peur. J'en rencontre tous les jours dans l'administration, beaucoup de jeunes qui ne sont jamais allés à l'étranger. C'est maintenant qu'à la faveur de leur travail, ils sortent et c'est maintenant qu'ils sont confrontés à l'immigration et ils n'ont aucune envie d'aller étudier ou d'aller s'installer ailleurs. Donc, nous allons continuer les efforts que nous sommes en train de faire pour vous accompagner. Retenez que le principal effort, c'est vous qui devez le faire. Parce que comme Moustapha l'a dit, lorsqu'une fois que vous aurez dit que vos parents ne vous ont pas aidé, l'université n'a pas fait suffisamment, le gouvernement ne vous a pas aidé, la seule chose qui restera, c'est vous et votre avenir. Il n'y aura personne entre vous et votre futur emploi. Il y aura peut-être une pirogue sur la Méditerranée, il y aura un passeur malhonnête, mais ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est votre propre coefficient, votre propre courage. Et soyez sûr que si vous faites un pas en avant, il y aura le gouvernement et d'autres bonnes volontés qui en feront deux pour vous aider à avancer. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci, monsieur le ministre. Ce message est tombé dans de très bonnes oreilles. Ce que je vais ajouter là, c'est que chacun accepte de faire comme le fait l'avion. C'est-à-dire, plus vous vous éloignez, plus vous vous élevez plus haut. Donc, c'est aussi un secret. Ici, nous sommes dans l'une des plus grandes universités du pays, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Donc, c'est l'illustration du donner et du recevoir. Nous allons prendre juste deux petites questions pour nos animateurs de la table ronde. Ceux qui n'auront pas la chance de poser la question vont se reconnaître en ces deux questions parce que nous sommes quand même nombreux ici. Je vais me faire aider par Adama Fanakamara pour recenser juste deux questions. Le temps presse. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut poser une question. Viens. Tu n'as que 30 secondes.
Bonjour, monsieur le ministre. Je me nomme Diallo Amadou Diarouga. Je suis étudiant sortant de la promotion et certaines promotions de l'Université Générale Saint-Conté au département sciences économiques, concentré en économie-finance. Je voudrais vous poser une petite question. Dans l'accompagnement des jeunes dans leur emploi, est-ce possible d'avoir des institutions qui pourront réellement apporter des contributions dans l'insertion des jeunes au niveau des petites et moyennes entreprises après la licence, ceux qui auront peut-être la mention très bien ou bien qui seront parmi les majeurs? Qu'est-ce que vous envisagez pour ces jeunes étudiants afin d'encourager la future génération de faire la même chose? Merci. Merci, M. Diallo. Avant de continuer, Adama Fana Kamara, forcément, le second intervenant va être une fille, une demoiselle. D'accord. Voilà, c'est un défi. Une fille. C'est un défi, hein? C'est un défi vraiment. Tu veux poser? Ok, elle est aussi étudiante ici. Hein. Bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom de Sanoussi Jeanne Camara, étudiante en licence 1 au département sciences politiques. Monsieur les membres débatteurs, nous avons prêté attention à tout ce que vous avez dit autour du sujet de l'immigration clandestine. Mais ma question reste, je me demande, je me pose des idées, j'ai des ennuis. Quelles sont les stratégies ou quelles sont les politiques que le gouvernement guinéen met en place aujourd'hui pour l'intervention ou de lutter contre le chômage? Les jeunes Guinéens sont aujourd'hui confrontés à un désespoir total. Il n'y a pas d'espoir. Même si la passion est fondée en nous, nous sommes aujourd'hui les uns, les autres, confrontés à une immigration clandestine. C'est forcé. Il faut que je le dise. Je suis aujourd'hui là, presque je suis sans espoir. Moi, en tout cas, je suis sans espoir. Donc on me dit que par là ça peut aller, de l'autre côté ça peut aller. Mais quelles sont les politiques que vous envisagez en tant que Troisième République? Je vous remercie. Merci Madame Kamara. Avant que le ministre ne prenne la parole, je vais juste vous dire que vous ne devez pas désespérer, vous devez espérer. L'espoir est une herbe qui pousse même sur la tombe. Pendant que vous êtes mort, vous êtes dans la tombe, vous devez espérer encore. Donc monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre à cette question. Je vais répondre et Moustapha va compléter. Pour le jeune en question, il faut être réaliste. D'abord, je veux vous rassurer, la plupart qui êtes là, soit vous êtes encore en situation de classe, soit vous allez finir très bientôt, vous venez de finir, donc vous êtes à peine à quelques mois. Madame Souma l'a dit tout à l'heure, tout réside, il ne s'agit pas simplement d'avoir des mentions. Vous pouvez avoir une mention et quelqu'un qui a une mention tout à fait moyenne, c'est mieux se vendre que vous parce qu'il a appris les techniques de recherche d'emploi, il s'est beaucoup plus cultivé, il a un développement personnel, un savoir-être qui est beaucoup plus avéré que le vôtre et donc il va gagner le poste parce qu'il va donner plus d'espoir à son employeur. Ça c'est le premier élément. Donc, mais normalement, si vous avez fait de bonnes études, que vous avez des mentions, le parcours vous dirige normalement vers un emploi ou un auto-emploi. On le remarque sur le terrain, c'est d'abord la formation initiale qui vous donne le maximum de chances d'arriver, sauf si dans votre parcours vous êtes passé par des voies, des chemins de traverse. Quand on dit qu'il n'y a pas d'espoir, c'est très grave. Vous êtes en licence, donc vous n'avez même pas fini encore, vous êtes déjà désespéré. Vous n'avez aucune chance d'y arriver si vous êtes désespéré. Attention, il faut que vous soyez vous-même, si vous-même vous ne croyez pas en vous, personne, ni le gouvernement, ni le futur employeur ne peut faire quoi que ce soit pour vous. Vous venez de vous exprimer, mademoiselle, vous avez une diction qui est louable, vous êtes étudiant, vous présentez bien, je ne vois pas pourquoi vous désespérez. Si vous commencez comme ça, c'est très inquiétant. Vous n'avez aucune raison de désespérer. Je viens de vous dire qu'il y a des jeunes Guinéens qui ne sont jamais sortis de ce pays et qui ont réussi. Je viens de vous décliner tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour vous accompagner. La loi du marché, c'est la loi du marché, mais il y a également des outils qu'on met en place. Et le ministre de la Jeunesse est là pour compléter ce qui est mis en place, pour vous aider, à condition que vous ayez le courage, que vous ne soyez pas désespéré et que vous alliez chercher l'information. Voilà ce que je pouvais dire. Allô? Merci, monsieur le porte-parole. Alors, comme monsieur le ministre porte-parole, je vais d'abord rebondir sur la question du désespoir.
Je ne peux pas comprendre qu'on peut être à l'université générale Lansana Conté, qu'on porte déjà un deuil sur son avenir. Parce que quand vous dites que vous êtes désespéré, c'est comme si déjà vous avez dit mon avenir c'est fini, je n'ai plus rien à faire. Ça c'est extrêmement grave et je voudrais que ce vocable vous le sortez totalement de votre discours et qu'à partir d'aujourd'hui, que vous ayez confiance en vous-même. Quand on a confiance en soi-même, le désespoir n'a pas sa place. Je voudrais encore vous dire qu'on peut réussir ici, même si on n'a pas été à l'étranger pour étudier. J'en veux pour exemple M. Camara, juriste qui était ici dans cette assemblée même, qui est un ami à moi, avec qui nous avons fondé le Forum des jeunes de Guinée-Fojek, qui n'était pas parti à l'étranger, mais pourtant qui était l'un des plus brillants dans cette université et aujourd'hui qui est consultant dans les médias et qui occupe une fonction dans l'administration. Donc, où se trouve ce désespoir? Et encore une fois, je vous ai dit dans ma première intervention, fuyez les gens qui disent il n'y a pas de solution, rien n'est possible. C'est faux. Parce que tout dépend de l'attitude déjà que vous-même vous avez. Si vous êtes déjà dans une dynamique négative et que vous pensez que ce n'est pas possible et que forcément ceux-là qui réussissent sont passés par des petits chemins, c'est que vous perdez tout déjà. Croyez en vous. Quelle que soit la position ou votre enclin, que ce soit politique ou ethnique, je vous assure, quand vous êtes compétent, on vous recherche, on vous trouve et on vous garde. Mais si vous êtes compétent, vous n'avez pas un bon fond. C'est-à-dire que quand on vous parle, on sent qu'il y a un peu d'aigreur. Quand l'aigreur vous mime, chers jeunes gens, vous n'irez nulle part. Quand vous êtes contre le progrès de quelqu'un ou la réussite de quelqu'un, vous n'irez nulle part. Quand vous jouissez du malheur de l'autre, vous n'irez nulle part. Malheureusement, c'est ce qui gangrène notre société. Et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, malheureusement, au lieu de regarder les exemples de réussite et voir comment ces gens-là ont réussi, ils se mettent à dire, ah vraiment, ça forcément il est passé par quelque... C'est parce que quelque part vous baissez les bras. Deux exemples. Moi sur ma page Facebook, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent regarder. Un exemple. J'ai posté une fois une photo avec un membre du gouvernement quand on était au concert de... À l'époque c'était, je ne sais pas si... Non. À Black M. Mais c'était ahurissant. J'ai eu plus de 30 000 likes, 40 000 likes. Mais j'étais déçu. Pas parce que vous avez liké 40 000 personnes. Mais quand je poste quelque chose sur un observatoire national de la jeunesse qui vous concerne, vous ici, vous ne regardez même pas. Ça ne vous intéresse même pas. C'est là-bas aussi le discours. Qu'est-ce que vous-même vous faites? Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure. Personne n'a noté qu'il y avait invest.gov.gl. Mais on va partir d'ici, on va dire, l'État ne fait rien. Après, vous allez écouter ceux qui vous disent, ah, les solutions n'existent pas. Les solutions existent. Mais nombreux d'entre vous ici n'ont jamais liké, par exemple, quand on dit Observatoire national de la jeunesse. Et pourtant, qui donnent les statistiques, quelles sont les solutions que l'État apporte. On fait un programme national d'insertion socio-économique des jeunes qui coûte 130 millions de dollars pour dire qu'on va créer autant d'emplois pour les jeunes. Vous, ici, les jeunes, vous ne faites pas le lobby pour dire nous voulons demander à l'État de mettre ce fonds à disposition pour que nous ayons des opportunités. Vous ne le faites pas. Et pourtant c'est disponible. Excusez-moi. Je parle avec beaucoup de passion parce que quand je suis devant des jeunes qui veulent baisser les bras, ça me heurte au plus profond de moi-même. Parce que je dis, demain, le croît démographique, dans 20 ans, 22 ans, la Guinée va doubler de population. Doubler. Vous qui avez 18 ans, 20 ans aujourd'hui, vous aurez à peine 40 ans. Nous, notre âge. Vous aurez 2 fois plus de personnes devant vous. Et vous vous interrogez pour ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez désespérer. Demain, vous aurez à répondre à une foule plus dynamique, une foule qui sait ce qui est fait partout, parce qu'on est dans la mondialisation, dans la globalisation, qui auront l'internet à porter et les connaissances à porter. Demain, vous avez des défis autrement plus grands que nous. Donc, ne désespérez pas.
N'écoutez pas les sirènes, les gens qui viennent vous dire « Ah, ça ne va pas, ils ne font rien pour vous. » C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne font rien pour eux-mêmes. Ne désespérez pas. Il y a des opportunités qui existent. Le programme Booster les compétences pour améliorer l'employabilité Bossège, chers jeunes, ça existe de l'éducation à l'emploi. C'est 4 millions de dollars. Mais vous ne vous informez pas. Et on crée, on l'aide, mais pour vous, vous n'allez pas regarder. Ça ne peut pas aller comme ça. Même si vous amenez, que Dieu me pardonne, le prophète, ça ne peut pas aller si vous refusez d'aller à l'information vous aussi. Non, ils ne vont pas refuser d'aller à l'information. Chers amis, les géomètres ont toujours dit qu'on part d'une figure fausse. Je vous interromps une fois. Okay. Excusez-moi, nous sommes obligés de vous tenir un discours de vérité. Ce discours de vérité, ce n'est pas pour vous heurter. Mais quand on aime quelqu'un, quand on aime la chose qu'on voit devant soi qui est le reflet de toi, tu es obligé de parler du cœur. Ici, si c'est pour venir vous tenir un discours politique, on viendra, on vous dira les mots que vous aimez, et ça vous caressera dans le sens du poil, et on partira d'ici avec des applaudissements. Mais le rôle de monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, et mon rôle en tant que ministre de la Jeunesse, c'est vous dire ce que certainement vous ne voulez pas entendre, mais qui sont des vérités qui vous aideront demain. Voilà, merci. C'est les vérités qui vont tomber dans de très bonnes oreilles. Chacun fera comme le géomètre, les géomètres le font, partir d'une figure fausse pour démontrer une vérité. On nous contraint de donner la parole à un groupe qui est porteur d'un projet. Ils vont poser une question à nos panélistes qui sont là. Fana, donnez-leur la parole. Alors, merci beaucoup. Je m'appelle Tambafo de Oliano, étudiant en histoire des relations internationales, licence 3. Je parle au nom de mon groupe, ils sont là, ce sont les membres. Aujourd'hui, nous sommes une structure et vu les messages que vous venez de nous adresser, ce sont des messages d'encouragement. Alors, on a monté un projet parce que le constat est amer. Notre université est l'une des grandes universités de la Guinée. Alors, cette université a des problèmes d'insalubrité. Nous nous sommes réunis, on s'est vu pour monter un projet pour accompagner une équipe qui est en place, mais cette équipe n'est pas bien équipée. Nous voulons savoir si aujourd'hui vous pouvez nous assister ou vous pouvez nous aider à avoir un financement pour que ce projet soit réalisé au sein de notre grande université. Parce que nous tous, nous étudions ici, l'université générale Lansana Conté doit être un modèle des autres universités, car c'est la plus grande université en matière de la popularité. Je vous remercie. Voilà, messieurs les ministres, vous êtes les plus ciblés ici. À vous la parole pour répondre à monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur Tamba. Voilà, ça je retiens ça. Monsieur Tamba. Monsieur Tamba, vous avez le directeur du Fonds national d'insertion des jeunes qui est ici présent. Vous avez le directeur de l'Agence pour l'exécution des travaux d'intérêt public qui est ici présent. Le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et moi-même, nous allons prendre vos projets, votre projet, et ensemble nous allons l'étudier. Voir déjà le plan d'affaires que vous avez fait et comment vous voulez régler cette problématique de l'insalubrité au sein de l'université. En tout cas, ce qui est certain, vous irez avec une réponse. Et nous espérons que cette réponse, avec l'accompagnement technique qu'on va vous donner, l'accompagnement dans le montage même du projet, que ce soit viable, parce que c'est aussi la pérennisation. Il ne s'agit pas seulement de vous donner les moyens et puis c'est fini, mais de vous accompagner pour que l'activité que vous commencez, une fois que vous serez en dehors de l'université, que d'autres personnes, d'autres jeunes étudiants puissent reprendre le relais. Donc ensemble, on regardera la faisabilité. Vous pouvez déjà prendre contact avec nos responsables ici. Et ensemble on le verra. Voilà, merci monsieur le ministre Moustapha Naïté. Je pense que, vous venez de le dire, excusez-moi, on ne voit pas le prophète tous les jours. Aujourd'hui on l'a vu, on l'a contemplé. Donc c'est une occasion pour nous de vous envoyer toutes les questions. Avant de redonner la parole à monsieur le ministre monsieur le ministre Damata Albert Camara pour la clôture de cette table ronde, je m'en vais au nom de tout le monde féliciter le service des relations avec les entreprises de cette grande université, féliciter les autorités de cette université, à commencer par le premier responsable, professeur Mamadi Kouroumba, et tout le corps d'encadrement et tout le corps professoral. Merci à tout le monde. Monsieur le ministre, vous allez reprendre la parole pour clore ce débat.
Merci beaucoup. Je n'étais pas censé faire cette clôture, donc je vais être très bref. Hein. D'abord remercier tous les organisateurs. L'initiative déjà de créer un service de relations avec le secteur privé est déjà une très bonne initiative. J'avais reçu les responsables de ce service-là et j'avais loué cette initiative. Que ce type de rencontres se multiplient, mais qu'ils se multiplient dans un cadre qui permette que ça produise des effets. Donc là, vous auriez pu peut-être demander à la PIP de venir avec des dépliants, un stand d'information. Ce n'est pas grave, la prochaine fois, faites-le et puis invitez des jeunes aussi qui ont eu des expériences pour qu'ils témoignent ici. On en a vu la dernière fois. Et faites de telle sorte que ce soit productif, que derrière il y ait de l'accompagnement et de l'orientation vers les structures qui accompagnent les jeunes. C'est le petit conseil que je peux donner, peut-être dans un cadre qui permet de ne pas trop souffrir du soleil aussi, ça serait pas mal. Mais pour le reste, je félicite encore tous ceux qui sont restés. Je dis merci à ceux qui sont venus témoigner et apporter leur expertise, en espérant que les informations qui vous ont été données ici vont vous mettre sur la voie de trouver la solution à cette problématique de l'insertion professionnelle et surtout vous éloigner des sirènes de l'immigration clandestine. Sur ce, je déclare close cette séance de partage avec vous en vous remerciant encore. C'est le cœur qui pleure, qui pleure.